Bonjour, bienvenue à vous. Voici les titres retenus pour ce journal. Ces femmes sont désormais militantes du mouvement PDCI Renaissance. Plus de 600 femmes ont affiché récemment leur adhésion à ce mouvement proche du RHDP. C'était lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Des établissements scolaires réhabilités, des routes reprofilées et des emplois créés dans 7 communes ivoiriennes. Ces actions de développement ont été entreprises dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. 12 milliards de francs CFA investis dans ce programme en 2018. Plus de 230 personnes interpellées hier à Paris en France. La mobilisation des Gilets jaunes a connu des débordements. Et comme à l'accoutumée, un invité en fin de journal, nous allons recevoir ce dimanche 17 mars l'imam Bachir Ouattara. Bonjour, imam Bachir Ouattara. Bonjour, madame. Alors avec vous, nous allons parler de l'organisation du Hajj 2019. À tout de suite donc. Merci, madame. Je vous l'annonçais dans les titres, plus de 600 femmes ont adhéré récemment au mouvement PDCI Renaissance, mouvement créé en décembre 2018. Ces femmes épousent ainsi les valeurs d'unité du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cérémonie d'adhésion en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. C'est un reportage de Herman Guivet. Venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des centaines de femmes affirment leur adhésion au mouvement PDCI Renaissance. Plus de 600 femmes, selon les organisateurs, venues donc confirmer de vive voix cette décision d'adhésion au président du mouvement PDCI Renaissance, Daniel Kablan-Duncan. Nous sommes avec vous. Présents à cette cérémonie, plusieurs autres vice-présidents du mouvement PDCI Renaissance. Marraine de la cérémonie et porte-parole des femmes, Raymonde Goudou Kofi, a réaffirmé cet engagement. Aujourd'hui, le PDCI Renaissance incarne la diversité et le respect de l'autre. Et c'est cela, Excellence, qui les a séduits dans PDCI Renaissance. Elles sont toutes issues du PDCI RDA. Et avec elles aussi, des associations féminines qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Elles sont membres des instances du PDCI RDA. Elles deviendront membres des instances de PDCI Renaissance et du PHTP. Elles adhèrent toutes au RHDP comme des Amazones de paix et de vérité. Elles me l'ont dit clairement, que votre présence à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les réconforte. Elles sont avec vous. Excellence, c'est vous qu'elles sont venues écouter. C'est vous qu'elles veulent entendre. Un engagement fort apprécié par le président du mouvement PDCI Renaissance. Chères militantes, aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons toutes et tous nous mobiliser pour préserver le navire ivoire de la violence des flots à l'approche des élections présidentielles de 2020. Je suis donc très heureux de voir aujourd'hui adhérer 600 femmes à notre mouvement. Oui, 600 femmes dynamiques et vaillantes. PDCI Renaissance est très fier de vous compter désormais parmi ses membres. En faisant ce choix, vous marquez votre appartenance au RHDP. Et vous le faites bien car, en plus des raisons que je viens d'évoquer, le RHDP est aussi l'un des fervents défenseurs de la cause féminine. C'est pourquoi je me permets, avec nos frères et sœurs ici présents, de vous envoyer en mission pour prôner les valeurs de paix, de solidarité, d'union, de dialogue et de développement vaillamment défendues par le RHDP. On peut compter sur vous?
Rappelons que le mouvement PDCI Renaissance a été créé le 23 décembre 2018. Grand rassemblement également hier à Boundiali, dans la région nord du pays. En effet, le professeur Mariatou Koné, première femme élue maire de Boundiali, a été investie. Le professeur Mariatou Koné, candidate du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, est sortie victorieuse des municipales 2018, plus de 85% des voix. Le point avec Ami Sissoko. Le premier mandat du maire de Boundiali, Mariatou Koné, débute bien. Sa ville vient de bénéficier de 8 km de bitume de la part du gouvernement le jour même de son investiture. Ce sont 24 km prévus pour la région de la Bagoué. Les travaux sont lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Stade Lowaro de Boundiali. Ce samedi, Mariatou Koné est officiellement investie maire de la commune. La première femme maire depuis 39 ans. En ce jour spécial pour elle, membres du gouvernement et population n'ont pas tari d'éloges à son égard. Votre mère, mesdames et messieurs, est d'abord et avant tout une femme exceptionnelle. Douter d'un courage à toute épreuve est une très grande discrétion. Je salue la présence forte des membres du gouvernement à cette cérémonie. De mémoire de ressortissants de la Bagoué, il n'y a jamais eu autant de membres du gouvernement à une cérémonie dans notre région. C'est, Monsieur le Premier ministre, pour venir vous accompagner, pour vous montrer notre attachement à votre personne, pour vous dire que nous sommes en ligne avec la vision du président Alassane Ouattara. L'installation de Madame la ministre Mariatou Koné en tant que maire est la preuve que Boundiali est en avance dans la mise en œuvre de la politique du genre. Avec Mariatou Koné, nous sommes rassurés que la mairie de Boundiali se trouve entre de très bonnes mains. Son premier quinquennat, Mariatou Koné compte le placer sous le sceau du développement, d'où des doléances à l'endroit du Premier ministre, président de la cérémonie. Monsieur le Premier ministre, les défis à relever par le nouveau maire que je suis sont nombreux. Au rang des priorités figure l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'électricité, l'amélioration de l'accès à la santé, le bitumage des artères de la ville. Boundiali souhaiterait disposer d'un peloton mobile de gendarmerie en vue d'assurer une meilleure protection des biens et des personnes. Répondant aux préoccupations du nouveau maire, Amadou Gon Coulibaly annonce de grands chantiers pour la région de la Bagoué. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, me demande de vous annoncer à vos populations de la Bagoué que 24 km de bitume en termes de voirie seront réalisés dans l'ensemble de la région de la Bagoué. Il me charge également de vous dire que vous avez vu certes passer une ambulance où il est écrit Hôpital Général de Boundiali, mais nous allons bientôt lancer les travaux du centre hospitalier régional de Boundiali. Boundiali aura son CHR. Nous allons également lancer les travaux de l'hôpital général de Kouto. Et tous ces travaux seront achevés au plus tard septembre 2020. Je peux prendre ici l'engagement au nom du chef de l'État et du ministre d'État, ministre de la Défense, que Boundiali aura son peloton modèle de gendarmerie. À cette cérémonie d'investiture, le chef du gouvernement a aussi mis en exergue la vision du RHDP. Le RHDP, c'est la mise en œuvre sur la période 2019-2020, suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'un programme social de 727 milliards de francs CFA. Le choix de Boundiali a été clair, sans ambiguïté et sans nuance. Oui, chers frères et sœurs, vous avez démontré que non seulement vous avez entendu l'appel du président de la République, mais mieux, que vous y adhérez fortement.
Avec la présence massive des membres du gouvernement à ses côtés, le maire Mariatou Koné peut désormais compter avec eux pour donner un visage reluisant à sa commune. Autre actualité, le Conseil de l'Entente et la Fondation Mo Ibrahim ont signé il y a quelques jours un protocole d'accord sur la gouvernance des États membres de cette institution. Cette signature a eu lieu au siège du Conseil de l'Entente. Il s'agit d'une nouvelle collaboration pour accompagner la politique de développement des pays membres du Conseil de l'Entente. Mamadou Kouassi. En juillet 2016, au Niger, les chefs d'État membres du Conseil de l'Entente décidaient de s'aligner sur les indices de la Fondation Mo Ibrahim dans la gouvernance des États. Aujourd'hui, cette volonté des 5 chefs d'État se traduit en actes. Un protocole d'accord est signé entre le Conseil de l'Entente et la Fondation Mo Ibrahim. Chaque année, nous, partie du rapport publié par Mo Ibrahim, le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente fait un rapport à nos États pour dire nous avons extrait du rapport Mo Ibrahim les éléments suivants concernant la gouvernance de nos États. Et donc il était bon qu'on ait un accord formel avec Mo Ibrahim pour que nous puissions collaborer. Le directeur exécutif de la Fondation Mo Ibrahim s'est félicité de cette nouvelle collaboration qui va contribuer au développement et à la bonne gouvernance dans la sous-région. C'est la première fois qu'on a une institution sous-régionale qui a accepté qu'on fait ça sur une base sous-régionale. Et ça, c'est important parce que ça donne aussi la possibilité à des pays pour voir, on dit en anglais peer learning, pour voir où ils sont, pour faire des comparaisons à leur performance en soi. Selon les dernières données de la Fondation Mo Ibrahim, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang en termes de bonne gouvernance au sein du Conseil de l'Entente. Elle passe de la 44e place à la 22e au plan africain. Créé en 1959, le Conseil de l'Entente regroupe 5 États, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. La Banque du Trésor public ivoirien se digitalise. En lançant sa version électronique dénommée e-Banque Trésor, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique veut ainsi se surpasser. La cérémonie de lancement de cette innovation s'est déroulée récemment à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cheikh Koné. Si le Trésor public ne s'adapte pas à l'heure du développement du numérique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, si le Trésor ne s'adapte pas, le Trésor va disparaître. Pour ne pas disparaître, il faut s'adapter rapidement pour survivre et rester compétitif. Car l'évolution du modèle bancaire à l'ère du digital est devenue l'ultime recours. La nouvelle banque en ligne du Trésor vient ainsi répondre à une exigence du temps. Alors, quand vous vous appelez la Banque du Trésor, vous devez faire comme les banques. C'est-à-dire mettre à la disposition de vos clients des services de qualité. L'un des services aujourd'hui, c'est la numérisation. Ce produit permettra aux clients, à partir d'Internet, et quel que soit le support utilisé, d'avoir accès à leur compte et d'effectuer tout type d'opération. e-Banque Trésor, outil moderne et futuriste, vient aussi répondre à une attente, voire à une exigence des bailleurs de fonds. Celle de pouvoir consulter leurs comptes en temps réel et en tout lieu. Cette innovation de la Banque du Trésor public s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique 2016-2020 axé sur la digitalisation des méthodes de travail et de paiement. Mais le plus grand défi pour la Banque du Trésor reste les moyens de lutte contre le phénomène de la cybercriminalité de plus en plus récurrent dans le secteur des banques. L'actualité économique de notre pays ces derniers jours nous fait écho de la cyberattaque dont étaient victimes 3 grandes entreprises de la banque, de la place, au nombre desquelles figure une banque. C'est la raison pour laquelle je vous invite avec insistance à prendre la pleine mesure de ces menaces en vous entourant de toutes les garanties pour assurer de façon permanente la sécurité des opérations. La Banque du Trésor public détient un réseau de 40 agences et 5 nouveaux bureaux ouverts dans le nord du pays. 12 milliards de francs CFA investis en 2018 pour améliorer les infrastructures de base dans 7 communes ivoiriennes. C'est un appui financier de la Banque mondiale à travers le projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, le PRICI. Ce programme a été mis en place en 2012 par l'État ivoirien. Plusieurs établissements scolaires ont ainsi été réhabilités, des routes reprofilées et des emplois créés. On en parle avec Moussa Konaté.
Des bâtiments entièrement rénovés au groupe scolaire Sikoji dans la commune de Port-Bouy. Une action du PRICI, le projet de renaissance d'infrastructures de Côte d'Ivoire. Le même constat est fait dans 3 autres écoles de la commune. Une initiative pour offrir un cadre agréable à l'apprentissage. Avant la réhabilitation, le plancher de certaines classes était dégradé. Il y avait des trous, des fissures dans certains murs dans les classes. On avait des problèmes d'électricité pratiquement dans toutes les classes. Les latrines étaient pratiquement inutilisables. Autre lieu, au nord du pays, dans la commune de Korogo, les chantiers réalisés par le PRICI sont bien visibles. Voies reprofilées, nettoyage des rues, l'abattoir de la ville réhabilité. Avant, l'enceinte était ouverte. C'est dans le cadre de ce projet-là que nous avons construit cette clôture-là. Voilà, donc en plus de la clôture, on a fait des travaux en interne. Ces réalisations du PRICI s'inscrivent dans le cadre du programme d'entretien communal. Il s'agit d'aider les collectivités dans l'amélioration des infrastructures de base. Selon un dernier bilan en 2018, 12 milliards de francs CFA ont été investis. Nous avons pu reprofiler plus de 30 km de route dans les différentes communes. Nous avons réhabilité environ 40 groupes scolaires. En termes de nettoyage des caniveaux, nous avons nettoyé environ 3000 mètres linéaires de caniveaux. Et ce projet-là a eu également un impact sur la jeunesse, puisqu'il a permis d'offrir de l'emploi environ à 10 000 jeunes. Au total, 7 localités sont bénéficiaires de cet appui aux communes. Korogo, Daloa, Boaké, San Pedro, Koumassi, Port-Bouy et Yopougon. Ces collectivités sont invitées à préserver les acquis de ce projet. C'est les contrats qui sont signés avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre de ce projet. Nous avons invité les communes à continuer de travailler de sorte que les ressources des partenaires, des ressources qui sont mises en place dans les collectivités territoriales soient gérées dans la rigueur. Le projet de renaissance d'infrastructures de Côte d'Ivoire a été mis en place en 2012 avec un financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Le programme d'entretien communal du PRICI est prévu s'étendre à plusieurs autres communes du pays. Les femmes encouragées à s'intéresser au numérique pour faire booster leurs activités génératrices de revenus. 150 femmes ont reçu récemment un prêt pour financer leurs projets. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Perspective. Le point avec Christiane Kogbi et Dangui Dangui. Elles sont au nombre de 150. Ces femmes ont reçu des chèques d'aide à la création d'une activité génératrice de revenus pour un montant total de 15 millions de francs CFA. C'est la 3e année successive que l'ONG Perspective octroie ses prêts. Objectif, lutter contre la pauvreté et promouvoir l'autonomisation de la femme. Je suis vraiment contente pour ce que mon papa vient de faire pour moi. Je vais m'arranger à travailler et rembourser les prêts sans problème. J'ai fait la restauration, c'est pour augmenter. Aider ces femmes à se prendre en charge, c'est l'objectif que poursuit l'ONG Perspective et son parrain Ouattara Draman. Pour nous, c'était important de célébrer les droits des femmes avec nos populations cibles. Nous avons constaté les difficultés des femmes du plateau. Elles avaient de réels besoins et nous, on a voulu répondre à ces besoins-là. La Journée internationale des droits de la femme est une merveilleuse occasion pour aider les femmes à aller encore plus loin, pour les aider à se prendre en charge. Et quand j'ai été sollicité par l'ONG Perspective, j'ai estimé que c'était mon devoir d'être à leur côté pour leur permettre d'améliorer leurs conditions, de transformer parfois leur vie, de leur permettre de se prendre en charge, d'entreprendre et d'envisager l'avenir un peu plus sereinement. Ces montants alloués à ces femmes varient de 100 000 à 1 200 000 francs CFA remboursables sur 6 mois. Cette modalité de remboursement permettra de financer d'autres femmes à la même date l'année prochaine. On poursuit avec la 62e session de la Commission des stupéfiants des Nations Unies. Les travaux se déroulent à Vienne, la capitale de l'Autriche, du 14 au 22 mars prochain. Il s'agira entre autres d'adopter des résolutions dans le cadre des conventions internationales de contrôle des drogues. En marge donc de cette rencontre, le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, a participé à un panel. Les explications de Hugues Hervé-Blé. Vienne en Autriche, le ministre Aka Awele, en plein partage d'expérience,
sur le dynamisme du système de santé ivoirien, sur ses acquis en matière notamment de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Également mise en exergue ici la bonne collaboration avec les partenaires techniques dans l'obtention de ces résultats. Il a été considéré que la Côte d'Ivoire est un modèle dans ce domaine et qu'il fallait que le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire vienne faire partager ce modèle ivoirien, l'expérience ivoirienne, qui a permis de réduire de moitié les mortalités dues au sida à moins de 5-10 ans. De 2019 à 2021, le Fonds mondial a accepté d'apporter à la requête de la Côte d'Ivoire une subvention de plus de 126 milliards de francs CFA. La condition, c'est que le pays également cofinance, c'est-à-dire apporte également sa quote-part. Et la Côte d'Ivoire le fera à hauteur de 15%. Le ministre Aka Awele co-présidait avec la France la table ronde sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, sur son financement. Réunis à Vienne à cette occasion et en marge de la 62e session de la Commission des Nations Unies sur les stupéfiants, des représentants des instances internationales, gouvernements et société civile. D'avoir au fond sur la même estrade des représentants de chacune de ces tendances qui vont œuvrer ensemble, particulièrement durant l'année 2019, avec l'événement très important de la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le VIH, contre le paludisme et la tuberculose, d'œuvrer tous ensemble pour renforcer justement le bien-être et la santé de l'ensemble de la population. C'était extrêmement important. On sait quoi faire, on sait de combien on a besoin. C'est qu'il faudrait entre 16 et 18 milliards pour réussir à endiguer l'épidémie de VIH et de l'hépatite tuberculose. Aujourd'hui, le maximum qui pourrait être comme objectif en 2019, c'est 14 milliards. Lyon, en France, abrite en octobre prochain la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le président Alassane Ouattara y sera à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Le ministre Aka Awele l'annonce en réaffirmant l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre ces 3 pandémies et aux côtés des instances internationales. Comment protéger les sites africains inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO? Les gestionnaires de ces sites ont participé récemment à une réunion à Mans, dans la région ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait de définir une stratégie efficace pour la gestion transfrontalière de ces sites. Les explications de Eve Boué. Cette première réunion régionale se tient à Mans, à une centaine de kilomètres de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, site transfrontalier du patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs experts, dont des gestionnaires des sites, des partenaires techniques et financiers, issus de 20 pays africains, ont planché durant 4 jours sur la coopération transfrontalière pour une gestion efficace des sites du patrimoine mondial en Afrique. Il est vrai que c'est plus difficile en fait de gérer un site du patrimoine mondial qui est entre 2 pays, voire 3 pays, parce que vous comprenez bien que tout le monde doit faire des efforts redoublés pour la gestion conjointe. Nous allons essayer de tirer les bonnes leçons de l'Afrique de manière à pouvoir les partager avec le reste du monde. L'exercice qui a été le nôtre pendant ces jours, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons concilier à la fois les impératifs du développement du continent, mais également les enjeux stratégiques de conservation. Chaque pays et chaque consultant, chaque expert était venu donner son point de vue à travers ces travaux de recherche pour améliorer les politiques de gestion et de la coopération transfrontalière. Les gestionnaires de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, à cheval sur la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria, ont déjà une certaine longueur d'avance. Nous rentrons d'un voyage de Guinée où nous avons pu rencontrer les autorités guinéennes. Et au terme de cette rencontre-là, nous avons pu mettre en place aussi un cadre transfrontalier de travail. C'est un bien commun qui appartient à 3 pays. Nous sommes obligés de créer la synergie d'action pour assurer l'intégrité de cette phase. Et je souhaite que de tels élans continuent. Et nous, Guinéens, Ivoiriens, je pense que nous sommes engagés sur ce chemin-là. Nous voulons que ces réunions-là se répètent et que des moyens suivent.
parce que la gestion transfrontalière demande des moyens. Après d'intenses travaux, la réunion s'est achevée par une randonnée pédestre de l'ensemble des participants à la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba dans le département de Danane. Notons que cette activité, financée par le Fonds en dépôt néerlandais, a été organisée par l'unité Afrique du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO en collaboration avec le bureau UNESCO à Abidjan, l'OIPR, les organisations consultatives et le Fonds pour le patrimoine mondial africain. Au chapitre culture, les préparatifs de la fête de Pâques, appelée également Pakinou dans les régions du Vébaoulé. Le conseil municipal de Yamoussoukro, dans le centre du pays, a ainsi procédé au lancement du Pakinou Festival 2019. Cet événement va se tenir du 13 au 21 avril prochain. Le point avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Rendez-vous culturel incontournable dans les régions centres de la Côte d'Ivoire, Pakinou est un moment de retrouvailles pour parler de développement. À Yamoussoukro, à l'initiative du maire Jean-Kwapou Nyanangbe et de son conseil municipal, se tient depuis maintenant 6 ans Pakinou Festival. Objectif, développer l'industrie touristique à travers un programme alléchant basé sur la richesse culturelle tant dans la commune que dans les villages. L'édition 2019 est dédiée à l'environnement. Le conseil municipal a décrété l'année 2019 année de la propriété du cadre de vie. Beaucoup d'activités seront menées au cours de cette année pour que notre environnement social, notre environnement de vie soit meilleur. Nous entendons instaurer une lutte implacable contre la saleté et les ordures. Et ce concours que nous allons mettre en œuvre dans quelques semaines participera de la sensibilisation. Le ministère du Tourisme, à travers sa direction régionale, assure le commissariat général de Pakinou Festival 2019. Débuter de façon embryonnaire dans la cour, sous les arbres ici, petit à petit, comme on le dit, l'oiseau faisant son nid, Pakinou a fait son nid, a mué doucement, doucement pour devenir aujourd'hui Pakinou Festival de Yamoussoukro. Circuit touristique, concerts, parades, expositions, actions sociales, sport et surtout les concours Black Laman pour magnifier la beauté de la femme et Mami Aliefé, côté culinaire, vont meubler le programme du 13 au 21 avril 2019. Culture toujours, le lancement de la 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Thème retenu, genre et développement. De grandes innovations sont annoncées par Salif Traoré, commissaire général du FEMUA. C'est un reportage de Issa Yeo. Et c'est reparti pour le FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabo. Cette année, au cœur de la 12e édition, la question du genre et développement. C'est un thème qui doit nous interpeller tous sur le rôle que peut jouer la femme pour le développement d'un pays ou d'un continent et parler aussi de la parité entre hommes et femmes, la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre les violences conjugales. C'est des choses que nous voulons débattre et je crois que la culture peut être un bon canal pour véhiculer ce message-là. Le FEMUA, ce sont des actions sociales et le volet artistique. Sur le plan social, la ville d'Odiéné bénéficiera de la construction d'une école Magic System. De grosses pointures, la musique ivoirienne et africaine sont annoncées. Oumou Sangaré, Femi Kuti, Mani Bella, Chantal Taïba, Molière, Claire Bailly et bien d'autres artistes vont égayer le public du côté de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports à Marcouri. En tant que la première dame du coupé décalé, c'est tout un honneur pour moi parce que c'est waouh. FEMUA, c'était un grand festival que tout le monde connaît dans ce monde. À partir de cette 12e édition, un pays sera désormais à l'honneur. Pour le FEMUA 12, le Burkina Faso est le premier pays invité. À partir du moment où nous sommes convaincus que la culture est le chemin le plus court pour rapprocher nos peuples, il va de soi que nous nous investissions pour que, à partir de l'exemple du Burkina, d'autres États africains puissent apporter leur contribution à la réussite de ce festival. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, le FEMUA est une manifestation de référence. Le FEMUA 12 se déroulera du 23 au 28 avril prochain à Anoumabo et à l'INJS.
Pour le FEMUA délocalisé, la ville de Gagnoua a été choisie pour abriter l'événement. La marraine de cette édition est la première dame, Dominique Ouattara. Plus de 200 000 festivaliers sont attendus. Les Champs-Élysées en France, de nouveau saccagés. Des magasins ont été pillés, des kiosques incendiés. C'est la conséquence de l'acte 18 des Gilets jaunes à Paris, la capitale. Plus de 230 personnes ont été interpellées. Retour en Côte d'Ivoire, la mosquée de Tahabo, dans le sud du pays, entièrement réhabilitée. C'est une initiative du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman. La mosquée de Tahabo a été inaugurée récemment. Les temps forts de cet événement avec Franck Quadio. Un nouveau visage pour la mosquée centrale de Tahabo. Nous sommes dans la Niébitiassa. L'initiative est du ministre de la Culture, mais aussi fils de la région, Maurice Bandaman. À ses côtés, le représentant du président du conseil régional du Tchologo, Birahima Tene Ouattara, et du COSIM, Conseil supérieur des imams, El Hadj Sissi Djigiba, un lieu de prière rénové. Au-delà de l'acte citoyen et de générosité, c'est tout un message. Que chaque jour que Dieu fait est pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce train dont je disais que le premier président a construit, ce n'est pas autre train, c'est le train de la paix, de la cohésion et de vivre ensemble. Avec toutes les prières qui ont été faites, moi en tant que simple enfant devant nos pères spirituels, les imams qui s'adressent mieux à Dieu, je ne ferai que dire merci à Dieu de nous rassembler sur cette terre de Côte d'Ivoire. De faire en sorte que les lieux de rassemblement pour la paix se multiplient. Faire de ce lieu de prière un havre de paix et de promotion du vivre ensemble, l'essentiel du message du représentant du Conseil supérieur des imams, COSIM. La mosquée est tout un symbole. C'est la maison du Créateur du monde, la maison de Dieu. Et au sein de cet édifice, inviter les imams, inviter les fidèles, que nous sommes nombreux dans la diversité. Un moment important, la visite de la mosquée centrale de Tahabo, qui a désormais de nouvelles commodités pour accomplir sereinement l'acte de prière. Un appel aux fils de la région à poser des actions pour le renforcement de la foi, un important moyen pour prêcher la cohésion dans toutes les localités. Voilà, c'est le moment de recevoir notre invité de ce dimanche. Il s'agit de l'imam Bachir Ouattara. Rebonjour. Bonjour madame. Vous êtes le commissaire du Hajj 2019. Merci d'être sur ce plateau. Nous allons parler de l'organisation du pèlerinage musulman 2019. Vous avez d'ailleurs une importante information à donner. Mais avant, suivons ensemble ce reportage de Issaïeo et Koné Pargassoro. 6 000 places contingent étatique, 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 9 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 83 500 francs CFA, soit un total de 2 83 500 francs CFA pour les nouveaux pèlerins et 2 383 500 francs CFA pour les pèlerins ayant déjà effectué le Hajj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj qui annonce des innovations cette année. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme Internet qui va donc permettre à tous les acteurs de suivre tout le processus en même temps. Le président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a exhorté tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Nous disons tout simplement à l'encadrement que si vous partez à la Mecque, occupez-vous davantage de pèlerins pour qu'un son pèlerinage
soit bien accompli. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui n'a pas manqué de féliciter et encourager le commissariat du Hadj et les opérateurs privés pour la qualité des prestations. La Côte d'Ivoire a récolté un satisfecit total de la part du Royaume d'Arabie Saoudite, parce que la Côte d'Ivoire se positionne comme le meilleur organisateur du Hadj parmi les pays africains. Selon la Direction générale des cultes, les visites médicales pré-pèlerinage débuteront le 25 février 2019. Les inscriptions, elles, sont fixées du 27 février au 3 mai 2019. Cette cérémonie de lancement du Hadj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite. Alors cette année 2019, le quota des pèlerins ivoiriens était revu à la hausse. On l'a vu tout à l'heure dans ce reportage. 6 000 places pour le contingent étatique et 3 000 places pour les opérateurs privés. Pourquoi avoir revu à la hausse le quota attribué à la Côte d'Ivoire? Merci madame. Nous avons plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'engouement de nos concitoyens pour ce 5e pilier de l'islam. Le deuxième facteur, lorsque le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à son retour à l'aéroport, a demandé aux autorités saoudiennes l'augmentation du quota de notre pays. Le troisième et dernier facteur, pour nous, c'est le niveau d'organisation que nous avons atteint. Donc c'est un engouement qui incite nos parents, nos frères coreligionnaires à participer au Hadj. Surtout, depuis un certain temps, nous avons constaté que c'était les personnes âgées qui partaient à la Mecque. Mais de nos jours, ce sont les jeunes, les hommes comme les femmes, qui sont candidats au Hadj. Donc tous ces facteurs participent à la demande d'augmentation du quota de notre pays. Les inscriptions qui devaient durer environ 2 mois, c'est-à-dire du 27 février au 3 mai 2019, ont été bouclées en 1 semaine. Comment expliquez-vous cela et quel est le sort réservé aux candidats du Hadj 2019 qui n'ont pu s'inscrire? Merci madame. Effectivement, à partir du 25 février 2019, date du début officiel de consultation pré-pèlerinage, nous avons constaté une affluence inhabituelle au niveau des centres de consultation pré-pèlerinage. Cette affluence va continuer les jours suivants. Le 27, date du début des paiements effectifs des coûts de Hadj dans la trésorerie, il y avait cette tendance d'augmentation ou d'engouement de nos parents vers ces centres de paiement du coût de Hadj. Mais ce que nous pouvons dire que à partir du jeudi, le 27 février, nous avons constaté une augmentation plus rapide de paiement. Nous avions en moyenne 1200 paiements par jour. Donc, le jeudi et vendredi, 1200, en plus de mercredi où il y a eu des problèmes techniques à notre niveau, où les candidats, certains centres n'ont pas pu être ouverts à temps à Treichville et à Bobo. Donc, constatant cette situation d'évolution des paiements, nous avons sollicité auprès du comité de surveillance une réunion extraordinaire pour analyser la situation. Et à la suite de cette réunion, il a été décidé de suivre le rythme de délivrance des certificats de consultation médicale pour pèlerinage et le rythme de paiement et le rythme de paiement dans les centres de trésorerie. Donc, nous avons constaté que les candidats qui payaient le coût du Hadj devraient être pris en compte dans notre plateforme informatique. Donc, le rythme de paiement était plus rapide que la prise en compte de ces candidats-là sur la plateforme. Donc, le 5 mars, oui, allez-y, le 5 mars 2019, le commissariat, en concertation avec le comité de surveillance,
qui est l'organe qui supervise, nous avons proposé l'arrêt momentané des paiements pour nous permettre de faire le point de ceux qui ont payé le coût du Hajj dans la trésorerie, mais qui n'ont pas été pris en compte dans notre système informatique, c'est-à-dire notre plateforme. Et l'affluence aussi des candidats dans les guichets du Trésor, en prenant en compte ces candidats-là que je viens de citer, pour nous permettre d'inscrire ces pèlerins-là sur la plateforme et faire un point à la tutelle. Donc ça s'est passé le 5 mars où il y a eu l'arrêt momentané des paiements. Après la décision de l'arrêt des paiements et des inscriptions sur la plateforme, nous avons fait un recensement. Ce recensement, nos agents chargés de saisies sur la plateforme, d'abord les candidats ayant payé le coût du Hajj, qui ont leur récépissé du Trésor, le reçu de paiement du Trésor, et qui n'ont pas été pris en compte. Donc, après avoir fait tout ce point avec ces candidats, ceux qui ont payé le coût du Hajj, qui n'ont pas été pris en compte par la plateforme, après ce recensement, nous avons constaté qu'il y a 680 places qui se dégagent, un reliquat de 680 places. D'accord. Là, justement, vous avez une information importante concernant les 680 candidats restants. Donc, après, comme je l'ai dit, ce recensement nous a permis de trouver que, parce que pour éviter qu'il y ait un dépassement du quota, donc la gestion nous sera très, très préjudiciable. Nous avons fait ce recensement. Donc, aujourd'hui, on a 680 places disponibles. Le commissariat de concert avec le comité de surveillance a donc rendu compte à la tutelle, monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a décidé la remise à la disposition des candidats au Hajj de ces 680 places selon des principes, les principes suivants. Le premier principe, ces places seront attribuées prioritairement aux candidats dont le certificat médical d'aptitude a été validé au plus tard le 2 mars 2019 et qui n'ont pas pu payer à cause de l'affluence dans les différents centres de trésorerie de paiement. La liste de ces personnes sera établie en précisant la date de validation du certificat médical d'aptitude et diffusée sur nos différents canaux. Et le troisième principe, notre centre d'appel, le call center, va procéder à l'appel individuel des candidats, des 680 candidats. Si vous permettez, nous allons directement sur le mode opératoire. Donc demain, mercredi et demain, lundi, à partir de midi, ces listes seront sur nos supports, nos différents canaux. Et nous convions tous les candidats, les 680 candidats qui seront convoqués et qui verront leur nom sur la liste, sur notre plateforme, nos différents canaux, c'est ceux-là qui sont concernés par cette opération exceptionnelle. Donc le mercredi 20, ils passeront à la grande mosquée de la Riviera Golfe. De la manière dont nous organisons le départ, il y a un checkpoint, il y a la liste des personnes, ils viennent avec le passeport, l'original, la photocopie, la carte nationale d'identité, les photocopies, le certificat médical d'aptitude pour le Hajj 2019 et le carnet de vaccination, ainsi que les 8 photos d'identité en couleur à fond blanc. Sans l'argent, ils ne viennent pas avec l'argent. Ils viennent pour le retrait d'une autorisation spéciale pour le paiement du coût du Hajj qui va se faire dans les trésoreries dédiées à cet effet. Donc, nous demandons à tous les candidats qui sont concernés par cette opération de venir à la grande mosquée. Ceux qui ne seraient pas appelés, de rester à l'écoute. Il y a des candidats qui peuvent être dans les critères annoncés, c'est-à-dire qui ont eu leur certificat médical d'aptitude, leurs certificats médicaux d'aptitude, jusqu'au 2 mars, qui ne sont pas sur la liste, peuvent nous contacter au numéro suivant. Notre call center, le 46 03 13 91 ou le 40 58 51 58 ou le 78 45 21 45.
D'accord. Dernière question, avec l'augmentation du quota des pèlerins ivoiriens, ils sont 9000, il faudra prévoir davantage de vols aériens, plus de chambres d'hôtel en Arabie Saoudite à ce niveau. Est-ce que le commissariat du Hadj 2019 est prêt? À ce niveau, nous sommes prêts. Nous étions à une mission qui était conduite par Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité lui-même, où toutes ces dispositions ont été prises au niveau du logement, du transport aérien. Tout est bouclé à ce niveau-là. Ce que j'aimerais ajouter avec votre permission, que les candidats qui ne se retrouveraient pas sur les 680 places disponibles peuvent se diriger vers les 23 structures privées agréées par l'État, par le canal du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la Direction générale des cultes. Donc, c'est ce que nous voulons dire à nos concitoyens. Merci Imam Bachir Ouattara. Je rappelle que vous êtes le commissaire au Hadj 2019. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à tous.